cette rencontre ne pourrait pas se faire sans le soutien du Consulat général de France à Québec. Donc voilà. Comme on est très intime, j'ai pensé un peu changer la formule et donc je vais vous demander, vous, de dire qui vous êtes, si ça ne vous dérange pas trop. Bonjour. Oula, ça fait bizarre. Solène, je suis sur Montréal depuis 1 an, sinon je suis française de base, région parisienne aussi. Voilà, je travaille avec les enfants et j'ai encore un an là sur Montréal et ensuite après je verrai. Voilà. Je m'appelle Héloïse, je suis aussi à Montréal depuis environ 1 an et demi, puis je fais une maîtrise en sociologie et études féministes et je viens de Belgique à la base. Je m'appelle Côme, je suis à Montréal depuis 2 ans et demi à peu près et je travaille à la table. Voilà. Bonjour, je m'appelle Clara. Vu qu'on dit combien de temps on est à Montréal, moi ça fait 24 ans. Et je travaille aussi à la table, donc voilà. Mais j'ai fait des études en politique et en études féministes, donc j'ai très hâte. Vous êtes française? Oui, aussi. Ok, vous êtes française. Non, elle est québécoise. Elle est née au Québec. Ah oui. Comme en France? Dans le micro, dans le crime, dans le micro. Oui, ok. Ok, non, moi je me présente, mon nom est Héribert Charles. Les gens m'appellent Charles parce que c'est plus facile à retenir. Moi je suis d'origine haïtienne. Je suis arrivé au Québec en 1977, à l'âge de 9 ans. Ça fait 47 ans que je suis dans ce pays. J'ai grandi à Montréal, parce qu'on a une grosse communauté haïtienne à Montréal. Mais j'ai aussi vécu en Colombie-Britannique pendant 14 ans, parce que j'étais dans les forces canadiennes. Et je suis revenu à Montréal en 2020, durant l'année du Covid. Et donc, je retrouve chez moi. Et il y a une grande différence entre Québec-Montréal et la Colombie-Britannique. Lorsque je suis revenu à Montréal, je me sentais beaucoup mieux chez moi, parce que c'est ma place, c'est là que j'ai grandi. Voilà, merci. Moi, je suis Sonia. Ça fait 8 ans que je suis à Montréal. Je suis doctorante en sociologie et en études féministes et aussi chargée de cours en études féministes et je travaille dans les milieux féministes. Donc, voilà. Vous êtes féministe? Je crois, oui. Bonsoir, je m'appelle Malika, je suis artiste multidisciplinaire. Ça fait 5 ans que je suis à Montréal maintenant. Et voilà, je crois. Ah, c'est que vous m'oubliez souvent. Bonjour, mon nom est Eva Maudunin, je suis la fille de la directrice générale de la table municipale d'histoire des Noirs. Je fais des études en ébénisserie artisanale. Je suis née à Montréal et j'ai habité en France quelques années. Bonjour, je suis la mère de l'ébéniste. Je suis arrivée au Québec à l'âge de 7 ans et donc ça fait 50 ans que j'habite le Québec. Douce, vous êtes arrivée quand? Ça fait 1 jour et demi que je suis à Montréal. Sinon, moi, je suis née au Congo-Brazzaville. Je suis arrivée à l'âge de 12 ans en France. Et puis, ça fait déjà pas mal d'années que j'y suis. J'ai eu un parcours un peu alambiqué à l'université, à me chercher entre journalisme, sociologie, sciences politiques. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas faire un peu de tout ça. Voilà. Et poète aussi, à mes heures perdues. J'aurais aimé que vous nous parliez. On avait hésité de le tuer. Ouais, non, on peut se tutoyer. Oui, Douce. Donc, j'aimerais bien que tu nous parles de comment tu t'es rendu compte que tu étais noire. Eh ben, pendant très longtemps, je n'ai pas eu à m'en rendre compte. Parce que, comme je vous disais, je suis née au Congo-Brazza. Moi, l'altérisation dont j'avais souffert, c'était le fait d'être une petite fille, où je comprenais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait facile pour moi et qui ne le serait pas au fur et à mesure que je grandissais. C'est en arrivant en France que j'ai compris que j'étais noire, notamment quand j'arrive en Essonne, dans le 91, dans un collège
pas difficile, mais en banlieue, voilà, collège populaire. Et en fait, je me rends compte à travers les yeux de mes amis, de mes camarades de classe, noirs, arabes aussi, qu'il y a une racisation qui se passe en France, qu'il y a certaines personnes qui vivent des choses qui sont très difficiles. Et moi, je me mets en empathie en fait avec ces personnes-là, parce que à la fois je comprends leur vécu et en même temps je sens qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une blessure qui est hyper profonde, que moi je n'ai pas expérimentée. Donc ça a été, oui, une empathie un peu difficile à appréhender au départ pour moi, le fait de se reconnaître comme personne noire en France. Dans le livre qui s'appelle « La charge raciale, un trop long silence » qui nous amène ici ce soir, pourquoi ce titre ? La charge raciale ou vertige d'un silence écrasant ? On va commencer par la charge raciale. Parce que c'est le premier, tout simplement. Il fallait à traiter de ce sujet-là et c'était important que la charge raciale apparaisse en couverture. C'était important qu'il y ait un livre qui traite de la question, parce qu'en comparaison avec la charge mentale, qui a eu un écho médiatique, social même de manière générale, la charge raciale que je découvre sous les mots de Maboula Soumaoro, ça a été voilà, une petite déflagration dans le milieu militant, dans les médias. Et c'était important pour moi de marquer ce titre-là comme offert, sur cette couverture, sachant que c'est un risque colossal en France que d'écrire sur la race, le racisme, et encore plus de l'afficher de manière aussi frontale. Donc je savais que c'était un risque à prendre, mais c'était important que ce soit d'emblée, voilà, que ce soit posé, quoi. Voilà, on va parler de choses difficiles, on va parler de choses lourdes. Est-ce qu'il y a eu un enjeu avec l'équipe d'éditeurs, les correcteurs ? Est-ce que du coup, ça a rendu l'édition de ce livre plus difficile, particulière ? Bizarrement, non. Pourquoi ? Parce que donc en 2023, je suis à la Flèche d'Or, donc c'est un lieu voilà, de résistance queer, noire, etc., où il y a plein de choses qui se passent. Et j'ai une autrice qui est Miss, une autrice afroféministe, qui me dit « Ah mais Douce, voilà, j'ai une personne là que tu devrais rencontrer, je me suis permise de lui passer son numéro, c'est une éditrice qui cherche des projets chez Fayard. Donc, voilà, contacte-la et vois comment ça se déroule. » Moi, sans rien attendre, voilà, je prends contact avec cette personne et il s'avère que donc, l'éditrice qui va faire mon livre est une femme noire qui a besoin d'un projet pour ensuite avoir un contrat permanent, un CDI. Et en fait, on s'entend tout de suite sur ce projet parce que moi, ça faisait 2 ans que je l'avais en tête et que j'attendais. Je me disais, mais il y a forcément une personne qui va en parler. Il y a forcément un chercheur, une chercheuse qui va s'emparer de la question. Et ensuite, nous, on pourra voilà, travailler avec, cuisiner avec, quoi. Et le temps est passé, quoi. Depuis Maboula Soumaoro, qui parle de charge raciale en 2019 dans une tribune de Libération, jusqu'en 2023, il n'y a rien sur la question. Silence. Il y a quelques articles. Moi, j'écris un article aussi sociétal, etc. Mais pas grand-chose. Donc moi, quand je rencontre Carole, j'ai quasi tout le plan, tout est aligné. On réussit en fait à pousser le curseur. C'est pas seulement un livre qui va décrire la charge raciale de manière descriptive, quoi. Enfin, ce serait facile à faire. Elle a permis à ce que j'aille plus loin, que je monte plus loin en théorie. Et ça n'aurait pas pu se faire si ça avait été une éditrice blanche ou un éditeur blanc. Clairement, il y a des choses, je pense, qu'il aurait fallu que j'argumente de plus belle, quoi, pour pouvoir faire passer ces idées-là. Je n'ai pas eu à souffrir parce que la thématique en elle-même était déjà assez lourde comme ça, pour devoir ensuite vivre cette charge raciale-là avec la relation avec la maison d'édition. Et c'est après que les choses se gâtent avec Fayard. Bon, bah alors allons-y alors. Parce que nous, on pourrait vous parler de l'épisode de ce côté de l'Atlantique.
On pourra en parler. Très bien, je veux bien en parler après, aussi. Je ferai un petit relais sur qu'est-ce qui s'est passé ici. Oui, et du coup, la sortie du livre février 2024, des petites rumeurs qui circulent, Fayard, à la tête de la direction, il y a des problématiques, et en fait la directrice qui avait accepté de publier mon livre s'est fait virer, tout simplement, remplacée par l'éditrice qui a édité Zemmour, notamment la publication du Le Suicide français. Ça annonce la couleur. Évidemment, branle-bas de combat, mon éditrice décide de partir, donc quelques temps après, je pense que l'été 2024, elle réussit à partir à l'amiable, etc. Et il y a la fuite des cerveaux chez Fayard. Et moi, je me pose la question de est-ce que ce livre va être réédité en termes de communication, en termes de relations presse. Donc c'était très difficile. Et je me suis rendu compte à quel point, en effet, il y a la possibilité que le livre soit diffusé en grande masse, on va dire, et puis il y a le revers d'un changement comme ça politique du jour au lendemain parce qu'un milliardaire le décide, quoi. Donc ça a été compliqué, mais je vous l'annonce ici, il sort en poche en juin chez une maison indépendante, chez Payot. Donc enfin, voilà. Parce que pour nous, ça a été un petit enjeu en fait du distributeur d'avoir des copies qui venaient ici. Et c'était la première fois. Alors moi, j'ai travaillé dans l'édition il y a un certain temps, et en fait, j'étais en vis-à-vis avec d'anciens collègues. On m'a dit, non, il n'y a pas de livres qui sont disponibles. Finalement, il y a 25 copies. Il y en aura sans doute plus tard. Mais pour l'instant, donc à Montréal, il n'existe que 25 copies du livre et ils sont disponibles chez Un Livre à Soi. C'est le seul lieu où, pour l'instant, le livre est distribué. C'est incroyable parce que moi, j'ai dû batailler justement avec les équipes de Fayard pour demander ce qui se passait au niveau de Montréal. Mais il faudrait qu'on continue cette conversation. Non, mais ça dit beaucoup à quel point l'édition est aussi est politique en elle-même, quoi. Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est Maboula Soumaoro, donc cette chercheuse angliciste qui a fait un travail monstre sur la traduction de Saadia Hartman, À perte de mer, c'est le titre en français, qui dit mais en fait l'étape d'après sur nos combats, c'est la traduction et c'est la circulation en fait de nos pensées. Donc c'est très bien de parler à la France, à l'Europe, mais à partir du moment où les livres ne vont pas de l'autre côté de l'Atlantique noir, ne vont pas en Afrique, ça dit quelque chose en termes de traduction. En fait, on est complètement pris dans un étau que ces maisons d'édition resserrent ou élargissent selon leur bon vouloir, quoi. En tout cas, c'est le ressenti que j'en ai eu. Bien sûr, oui, tout à fait légitime. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie, un trop long silence. Quels sont les silences les plus préjudiciables, tu penses? Parce qu'il y a quand même... ils sont de tous ordres. Je dirais qu'il y a... Je pense que le silence le plus délétère, c'est la silenciation. C'est le silence historique. C'est le silence qu'on n'a pas choisi, de l'autocensure notamment. Avec la charge raciale, ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où, en tant qu'enfant, on réalise qu'on est noir, arabe, asiatique, personne racisée, on a grosso modo deux choix. Le choix de la révolte, parce qu'on se rend bien compte que ce n'est pas normal d'être écrasé par une couleur de peau, par une religion, par quelque chose qu'on n'a pas choisi, ou en tant qu'enfant, on s'aliène. On croit dur comme fer au mythe de la République indivisible, qui ne voit pas les couleurs, en tout cas je parle de la France, liberté, égalité, fraternité, et on renie toute cette part, notre noirceur, toute cette culture. Et en fait, dans cet effacement-là, il y a du silence. Mais dans la révolte, il y a aussi du silence, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment choisi. C'est ce que... en psychologie, en tout cas de Jung, on parle d'individuation.
En fait, les enfants noirs, les enfants racisés n'ont pas le droit à l'individuation. On est renvoyé à un choix qu'on ne peut pas vraiment décider, qu'on ne peut pas vraiment circonscrire. C'est voilà, soit on se révolte, soit on s'aliène. Et donc à partir de là, déjà rien que ça, c'est ce que j'appelle la charge intrapersonnelle. C'est cette charge qui, face à nous-mêmes, dans le miroir, c'est un vertige en fait, de se rendre compte de ça. Et de savoir, inconsciemment ou pas, toutes les stratégies qu'on va devoir mettre en place pour survivre. Et je dis bien survivre. Parce que cette charge raciale-là, ce n'est pas seulement dans le monde du travail, ce n'est pas seulement à l'école, dans la famille, etc. Ce n'est pas seulement le rapport à la police, aux institutions médicales. C'est aussi cette part intérieure, cette intériorité-là qui nous est arrachée. Et donc c'est pour ça que je parle d'une thématique, d'une problématique qui est psychopolitique. Et donc la part du silence, elle est importante, elle est essentielle. Fanon, on a parlé, il y a des études de plus en plus qui s'intéressent au coût de ce silence-là, au coût du racisme. Et il est grand temps qu'on en parle de plus en plus. Ouais. Moi, en lisant le livre, j'y ai trouvé une très grande résonance. Pour ma part, j'ai opté pour le silence pendant longtemps, et puis ce que j'appelle, disons, la tapisserie, c'est-à-dire être dans le décor, mais sans être là. Donc je vous entends là-dessus. Je t'entends là-dessus vraiment bien. Je vais finir par y arriver. Dans ton expérience personnelle, est-ce que ça a beaucoup nourri cette analyse ? Est-ce que le fait d'écrire a comme transcendé ce silence ? En plus, j'ai un rapport très particulier au silence. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a habité aussi, que ça se sent peut-être à travers l'écriture. La meuf très paradoxale, quoi. Enfin, t'écris alors que t'as un rapport au silence. Mais en fait, c'est que moi, je grandis dans un environnement qui n'est pas facile. Dans un environnement où, à 4-5 ans, je vis une guerre civile au Congo. Et ce qui fait que, en termes de trauma, dans l'enfance déjà, il y a quelque chose de l'ordre du silence, de la survie, de l'oubli. Il fallait me plonger dans le silence pour survivre. Et donc quand j'arrive en France, ma couleur de peau équivaut à l'effacement médiatique, à une invisibilisation, à un silence politique, c'est-à-dire qu'en tant que sujet racisé, nous n'avons pas de voix politique, ou quand cette voix elle émerge, elle est perçue comme dangereuse, comme séparatiste, etc. etc. Bon, du haut de mes 12 ans, je ne pense pas à ça, mais je vois bien qu'il faut que je me tasse, que je m'écrase. J'ai pas de papier aussi quand j'arrive en France, donc de mes 12 ans à mes 18 ans, évidemment qu'il ne faut surtout pas se faire remarquer. Mais l'adolescence arrive. Et à l'adolescence, je pense que je me rends compte que je n'ai pas le choix, mais que j'ai un champ très, très serré. Et moi, je me révolte. Je ne me révolte pas forcément dans une conscientisation politique au départ, mais je sais que la manière dont mes professeurs essaient de me classer, de m'envoyer dans des classes ou en tout cas des études qui ne sont pas faites pour moi, je vois bien que là, il y a une injustice. Et je leur prouve le contraire. Et je me venge à ma manière. Et j'arrive au lycée, où là, j'ai le droit à la parole, et notamment en sociologie, à l'université, où là, mais première naissance, enfin, deuxième naissance pour le coup. Et je comprends qu'à travers l'écriture, notamment, et tout ce que ça implique de recherche, je peux combattre ce silence-là, en tout cas cette silenciation-là. Mais à la fin de l'essai, je prends le parti d'un silence, un silence politique. Parce qu'en tant que personne racisée, en tant que personne minorisée, on nous demande souvent de parler, de raconter, de témoigner la douleur, la souffrance. Oh, vous avez perdu votre fils dans des violences policières. Oh mon Dieu.
c'est juste le 700e crime policier depuis les années 80 en France, mais on va faire comme si c'était la première fois. On va s'émouvoir une fois de plus. Vous voyez, notre parole, elle est comme inscrite dans une grammaire de la souffrance. Et donc, on nous demande de parler, mais on n'a pas le droit de dire. Et moi, je fais cette différence-là. Je dis, mais en fait, il va falloir qu'on exige un silence communautaire, qu'on arrête de nourrir le misérabilisme à la télé, qu'on arrête de divertir la blanchité, qu'on arrête de donner en fait notre âme, ce surplus d'âme, soi-disant qu'on aurait, et qu'on se retourne vers nous-mêmes dans cette intériorité-là. Pour se reconstruire, en fait. Pour se protéger. Pour se protéger, pour nous dire entre nous et partager, pour transmettre, pour nous éduquer. Et donc ce silence-là, parce que le silence c'est une arme et c'est un outil qui peut faire très très mal. On le voit à quel point l'État, les gouvernements et le système capitaliste se réapproprient toujours les discours. On nous dit souvent que personne n'écoute. Si, moi je pense qu'ils écoutent très bien. Ils écoutent attentivement. Et ensuite ils récupèrent, ils greenwash, ils pinkwash, ils whitewash, etc. etc. Oui, comme l'exemple que tu donnes du Black Lives Matter ou d'autres. Oui, c'en est un plus contemporain. Et ensuite, à partir de là, à partir de cette dilution de nos combats, de notre parole, des actions, etc., on s'effrite de fatigue. Il y a aussi évidemment les égos qui rentrent en compte, etc. Mais le capitalisme ravit et disperse les luttes, disperse la parole. Et donc, à nous de créer ce silence communautaire-là, parce qu'à partir du moment où on ne dit plus tout, à partir du moment où on choisit l'opacité, à partir du moment où on est dans une horizontalité liquide, où on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais qui est le chef, mais qui est le leader, mais qui est... Et bien là, ça fait peur. Et là, ils se disent, mince, on n'a plus les moyens de leur faire peser ce fardeau-là de la blanchité, de la pédagogie, d'expliquer sans cesse pourquoi on combat, pourquoi nous sommes antiracistes. En 2025, on doit l'expliquer encore. Et à poser des mots moraux, voilà, il faut prouver que nous sommes des bonnes personnes parce qu'on est antiracistes et qu'on lutte pour la justice sociale, quoi. Vous voyez ? Et donc, arrêter de se fatiguer, de donner cette énergie-là et la ramener vers nous-mêmes. Donc, le silence, c'est vraiment quelque chose qui m'obsède et à la fois... faire la différence entre silenciation et silence pour se décharger de cette charge raciale-là, ça peut être un des outils assez importants. Tu écris. Oui. L'expérience noire est à mon sens souvent censurée par les personnes noires elles-mêmes afin d'éviter le statut d'éternelle victime qu'on leur accole. À chaque fois. Vraiment dans toutes les télés, les émissions, etc. Quand je parle de ce livre, que ce soit du côté des masculinistes blancs, le racisme n'existe pas, vous êtes des victimes, vous êtes victimaires, et du côté des personnes noires racisées, souvent des hommes aussi, vous faites les victimes, vous êtes des victimes. Cette question de la victimisation revient sans cesse. Et c'est comme si, on veut bien admettre qu'il y a des gens qui profitent du système, qu'il y a des personnes qui ont profité de l'esclavagisme, qui ont profité de la colonisation. Il y a des personnes qui se sont littéralement enrichies et ont érigé des empires. Il y a des morts, des pertes colossales depuis des siècles. On veut bien admettre ça, mais on ne veut pas admettre le statut de victime qui est un statut juridique au départ. Et ça dit bien à quel point l'aliénation, elle peut prendre des formes très diverses. Et donc quand ces hommes racisés, noirs, disent « mais non, mais ok, arrêtons de faire les victimes, maintenant on doit avoir une volonté de puissance », je me dis « mais
pour avoir cette volonté de puissance-là, vous partez sur quelle base? Parce que avoir une volonté de puissance, pour avoir une volonté de puissance, c'est avoir la même mentalité que les ennemis qu'on combat. Donc c'est vous voulez reprendre le modèle. Mais oui, donc vous voulez, en fait, ce que vous voulez, c'est juste copier le modèle suprémaciste pour vous sentir enfin humain. Comme si l'ontologie, donc c'est le fait d'être un être, quoi, comme si l'ontologie devait s'aligner avec ce qu'est la suprématie blanche. Et donc, on le voit avec Zuckerberg, hein, il nous faut plus d'énergie masculine. Bah oui, c'est vrai qu'on n'a pas assez dans un monde patriarcal. Donc, mais reconnaître, quoi, parce qu'à partir de la reconnaissance, il y a la connaissance. Mais ça, c'est vraiment tabou. Et alors moi, quand je viens avec mes gros sabots et que je parle d'intériorité, de psychisme, de psychopolitique, ils me regardent, ils me disent, mais alors elle, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Mais oui, mais c'est important. Et même au-delà d'une vision, on va dire, sociologique, si je veux aller sur leur terrain, c'est souvent des personnes qui vont proclamer la puissance de l'Afrique, du panafricanisme, etc., pour nous en sortir. Je dis, mais vous croyez que le panafricanisme, ça vient de quoi? Ça vient du collectivisme, ça vient de la collectivité, ça vient d'une connaissance, de spiritualité, de métaphysique, etc., qui prône la connaissance de soi, la connaissance intérieure. Donc là, qu'est-ce que vous pensez très proche de l'histoire de vos ancêtres, mais en fait, vous ne faites que recopier un modèle masculiniste, blanc, capitaliste, validiste, etc., quoi. Et moi, je ne me fais pas beaucoup d'amis sur ce terrain-là, mais c'est pas grave. Il y a 2 termes qui sont développés aussi, noirceur et noirité, s'il te plaît. Alors, on a combien de temps? On commence avec noirceur. Oui. Alors, noirceur, sachant qu'en français, c'est très compliqué de traduire blackness. On a eu négritude, mais bon, c'est un peu vieillot désormais. Donc la négritude, le mouvement de Senghor, de Césaire, de Paulette Nardal, etc. Des sœurs Nardal. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi en France, ou en Europe, en tout cas dans les pays francophones, on ne dit pas « je suis fière de ma noirceur ». Qu'est-ce que ça traduit? Moi, je dis que je suis une personne noire, il y a des gens autour de moi, enfin, personne n'a honte de dire noir, quoi. Eh bien, je me rends compte qu'en effet, le terme noirceur en lui-même porte quelque chose de sombre, d'un imaginaire qui est aussi évidemment colonial, qui est suprémaciste, où on va avoir de manière très binaire, donc la blancheur, c'est la pureté, c'est la bonne morale, c'est tout le champ lexical, on va dire, de la bonté, quoi. Et la noirceur, ce serait le total opposé. Donc il y a déjà ça. Et il y a aussi ce courant de pensée des afro-pessimistes qui débute depuis les années 90 aux États-Unis, notamment par des penseurs-penseuses afro-américaines, qui, elles, se proclament afro-pessimistes en disant nous, on se rend compte à quel point la blackness, la noirceur, équivaut à la mort sociale, équivaut au néant, équivaut à la négrophobie mondialisée, et que jamais les personnes noires, malgré toute la bonne volonté de la gauche pour faire convergence, en fait, le monde repose littéralement sur la négrophobie. On le voit en RDC, avec le pillage des mines et à quel point en fait, les minerais de l'Afrique sont la manifestation en fait, du pillage des corps noirs. Et donc, voilà leur postulat. Et moi, je me rends compte, je me dis, mais oui, bien sûr. À partir du moment où des millions de personnes ont été kidnappées du continent africain vers les côtes des Amériques, il y a eu un bouleversement, il y a eu un fracas dans l'ordre du monde. Et à partir de là, ma couleur de peau équivalait à l'esclave éternel, qu'on le veuille ou non, dans la tête des gens. Je suis en bas de la hiérarchie, de la pyramide, et plus on s'approche de la blancheur, au sommet de la pyramide, et plus on a des privilèges, et plus on bénéficie de manière matérielle de privilèges. Donc ça, j'ajouterais qu'en tant que femme noire, on est
totalement en bas de Ah non, l'échelle. mais bien sûr, bien sûr. Même si pour moi, je suis noire avant d'être femme. Oui. Mais ce n'est pas un choix, une fois de plus. Et donc, voilà le postulat des afro-pessimistes. Du côté de l'Atlantique, je me dis, très bien, mais moi, d'où je viens, d'où je suis née, ma couleur de peau a été pensée bien avant la colonisation, bien avant l'esclavagisme. Et dans mes langues, il y avait une manière de nous dire, sans le côté racisation, évidemment ça arrive à partir du 15e, plutôt 16e siècle, mais quand même, il y avait une manière de nous percevoir. Mes ancêtres disaient que, en fait, une personne noire, donc Mohindo, voulait dire le foyer du soleil, qui se traduit par noir. Mohindo, c'est noir. Mais quand on décortique de manière linguistique, étymologique, c'est foyer du soleil. Et je me dis, mais oui, ils avaient compris qu'en fait, un corps noir, dans la nature, partout, renferme la chaleur, quoi. Donc, je renferme le soleil en moi. Il y a plein d'autres mots comme ça. Et donc, je me dis, moi, je vais aller clasher les afro-pessimistes. Parce qu'il y a une part, il y a une polarité, en effet, la noirceur, au quotidien, une polarité qui est matérielle, sociologique. Oui, on a une condition noire, indéniable. En revanche, si moi je veux me désaliéner, si je veux me décoloniser et si je veux prêcher une autre manière de me voir, de nous voir et de sortir du regard blanc, j'ai de quoi en fait. Mon expérience ne commence pas à partir de la cale des négriers. Bien au contraire. Et donc la noirité, c'est Mame Fatou Niang, qui est une chercheuse française établie aux États-Unis, qui l'emploie dans un article, et donc qui parle de la qualité de l'être. Et donc je me dis, mais oui, c'est ça, on revient à ces polarités-là. La noirceur, c'est toute la partie conditions matérielles sociologiques, et la noirité, c'est la part incassable en nous, c'est l'intériorité, c'est ce qu'on ne peut pas nous enlever. C'est ce pourquoi je suis là, malgré le fait de ne pas censé survivre, comme le disait Audre Lorde, on n'était pas censé survivre, pourtant nous sommes là, quoi. Et donc ça, pour moi, ça, c'est la noirité. En plus, c'est beau, je trouve, comme mot, sans me vanter, mais... Parce qu'à partir du moment où le livre, où j'en ai parlé, où j'ai théorisé, eh ben je le vois utilisé un peu partout, quoi. Les gens dans la pop, dans des milieux où, clairement, on n'aurait jamais utilisé le terme noirceur. Donc ça, c'est dans les réactions ou les retombées qui sont réjouissantes. Bah oui, oui, totalement. Et c'est pour ça qu'on écrit. Tout à For fait. the culture. D'ailleurs, si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas. Hein. Je vais leur donner la parole sous peu. Mais oui, et même... voilà. J'ai deux petites... Je voulais, du coup, on va passer alors plus vite aux questions. Je vais te faire lire deux choses que tu as écrites. Une où tu cites quelqu'un, et puis après une autre. Oui. Juste les teintes. Oui. Je crois qu'il faut vivre. Je crois en la naissance. Je crois en l'écume de l'amour et au feu de la vérité. Assata Shakur, Assata, une autobiographie. Le dernier paragraphe. Parce que nous n'avons pas parlé de poésie, mais nous aurions pu parler aussi de poésie. Oui. Et lorsque la terre et la Méditerranée vomiront toutes les mers, les enfants sirènes aux écailles noires d'avoir pleuré la lumière, et lorsque les monstres marins de l'Atlantique verront enfin leur peau translucide tourner au noir amer, et lorsque les arbres auront repris forme humaine après des années d'exil, qui saura embrasser la normalité complice? Merci. Merci à toi, Nadia. À vous.
Mais déjà, merci à vous deux. C'était vraiment intéressant. Et je rebondis sur la poésie. J'aimerais savoir quelle place prend la poésie dans ta vie et dans ton écriture aussi, parce que c'est quand même une écriture d'essai, une écriture sociologique. Mais je sais que la poésie intervient et j'aimerais savoir de quelle manière. C'est ce que je dis en introduction de l'essai. Vraiment, écrire la charge raciale, c'était une urgence parce que ça venait combler une absence. Et à la fois, on peut pas mentir sur ce thème. Je pense que si j'avais proposé ça en thèse, on me l'aurait refusé. Parce qu'on me dirait, mais vous êtes beaucoup trop proche de votre sujet, vous voyez. Et donc, sachant que la poésie m'a toujours accompagnée de manière très opaque au début de ma vie, on va dire, en tout cas autour de la vingtaine, et puis au fur et à mesure que je m'exerçais, notamment dans le journalisme, j'écrivais beaucoup à côté de la poésie. Et en fait, à partir du moment où j'ai fait mon coming out d'écrivaine, parmi d'autres coming out d'ailleurs, mais celui-là, ça a réconcilié plein de parts en moi, et c'était très difficile ensuite de séparer, vous savez, ce qu'on nous demande de faire, la raison et les émotions, le rationnel de l'irrationnel, etc., comme si nous n'étions qu'une partie, voilà, bien rationnelle, bien raisonnée. Et donc, c'est pas vraiment calculé, mais je voulais que mon écriture ait de la chair. Et du coup, j'ai pas, à la réécriture, j'ai pas enlevé la manière dont parfois il y avait des choses, des images qui me venaient. Je me suis vraiment laissée porter. Et aussi, il y a Patricia Hill Collins qui m'a beaucoup inspirée dans sa manière d'écrire, non pas au niveau poétique, mais dans les répétitions qu'elle faisait. Et elle dit dans son essai, donc, La pensée féministe noire, elle dit, mais en fait, oui, il y a beaucoup de répétitions dans mon écriture, mais parce que je parle à des personnes, à une population, notamment les femmes noires, qui ne sont pas forcément académiques, qui ne viennent pas de ces milieux, et il faut que je répète. Et la répétition, c'est aussi un rythme. C'est aussi la manière dont on apprend. C'est comme de la musique, en fait, tout simplement. Et donc, à travers la poésie, je trouve qu'il y a un peu de ça aussi, de faire confronter des images auxquelles on n'attend pas, de convoquer le jeu aussi. Je raconte aussi des épisodes de ma vie, en utilisant la deuxième personne. Enfin, je fais plein de détours comme ça, pour qu'à la fois, il y ait, pour les personnes qui veulent vraiment un côté historique, sociologique, il y a de ça. Et en fait, plus on avance dans l'essai, plus je me rapproche du quotidien, du jeu. Et donc ça fait un mouvement comme ça, donc plus large au départ, on se rapproche du jeu et on repart en théorie. Et là, je pars sur la noirceur, le cosmos, voilà, je me lâche. Mais c'était important d'avoir ce mouvement-là, ouais. Et la poésie, ça a pas mal aidé. Merci pour ta question. Oui. Une question, hein. Oui. Moi, je connais les profils comme vous. J'en ai fait beaucoup des réunions. Il n'y a encore rien dit. Oui, mais lorsque vous avez commencé, il y a quelque chose que vous avez dit qui m'a vraiment surpris. Lorsque vous avez aménagé en France, vous êtes parti de Concours-Brazzaville pour aller en France. Est-ce que c'était à Paris? Oui, en région parisienne. En région parisienne, oui. Ok, mais c'est bizarre parce que selon moi, à Paris, c'est une ville cosmopolite. Il y a des gens qui viennent de partout par le monde. Et il y a beaucoup de Noirs qui vivent là, qui viennent des anciennes colonies. Et vous avez dit que... Et c'est là que vous aviez eu connaissance que vous étiez noir. Pourtant, il y a plein de Noirs à Paris. Pouvez-vous m'expliquer ça? En fait, en fin 2018, j'ai demandé à un collègue journaliste de cofonder un podcast qui s'appelle Extimité, donc le contraire d'intimité. Et en fait, à chaque fois, donc Anthony, mon collègue, lorsqu'on interviewait, on entretient avec ces personnes qui se racontaient de leur enfance jusqu'à la personne qu'elles étaient, pendant 1h20, etc. Anthony posait souvent cette question de « Quand est-ce que tu as découvert que tu étais noir, arabe, selon le profil qu'on avait en face ?» Et moi, cette question, elle me tiquait à chaque fois.
Parce que je me disais, mais quand est-ce que j'ai découvert que j'étais noire? Parce que... Et les personnes en face, évidemment, répondaient, c'était très traumatique. En général, c'était à l'école, où elles étaient renvoyées à leur couleur de peau, qu'on traitait leur peau où on les traitait de singes, d'animaux, voilà, des choses très traumatiques. Et moi, j'ai eu du mal à reconnecter avec ça. Parce qu'au collège, c'était moins frontal. Vous voyez, ces insultes-là que les enfants vivent dès le plus jeune âge, moi, je ne l'ai pas vécu comme ça. Je l'ai vécu dans un collège où, en effet, il y avait beaucoup de personnes noires, beaucoup de personnes arabes. Mais ce n'est pas pour autant que le racisme n'existe pas. Il est un peu plus doux, un peu plus léger, moins frontal. Mais on vous fait comprendre, en fait, par rapport aux professeurs, vous voyez, que non, mais douce, vaut mieux que vous fassiez un CAP, parce que vous savez, le général littéraire, c'est pas trop pour vous. Vraiment, là... Vous avez été victime des racismes. Bien sûr, mais... Oui, mais en fait, en tant qu'enfant... Non, moi je pense que... Savoir qu'on est noir et être victime des racismes... Non, oui, ce que je veux dire par là, c'est que... En fait, bien sûr que je savais que ma couleur de peau, elle était foncée. Je savais que j'étais blanche. Mais en fait, ce que ça veut dire, être noir, dans un pays majoritairement blanc, c'est pas la même chose que être noir en Afrique, ou dans un pays majoritairement noir. Oui, mais Paris, quand même, il y a quand même une grosse... communauté de personnes noires. Okay. Comme moi, oui, en réalité, je peux comprendre ce que vous voulez dire. Bien sûr. Parce que moi, j'étais dans les forces canadiennes. Les forces canadiennes au Canada, je ne sais pas pour les autres pays, c'est une institution qui est très raciste, qu'on va trouver beaucoup de racisme. Et dans les forces canadiennes, il y a peu de noirs, il y a quand même des noirs, tout dépend dans quel élément qu'on est, dans quelle unité. Moi, j'ai vécu 14 ans à Victoria, en Colombie-Britannique. Il n'y a presque pas de noirs à Victoria, en Colombie-Britannique. C'est là que j'ai encore senti beaucoup plus de ma couleur de peau, comparé à quand je vais à Montréal. Peut-être de ce côté-là, je peux vous comprendre. Mais... Vous savez, quand on pose cette question, c'est que, tout comme, en fait, pour que les personnes blanches deviennent blanches, il a fallu la rencontre avec les personnes d'Afrique. Il a fallu qu'il y a 400 ans, un peu plus de 400 ans, qu'il y ait cette rencontre-là et que la construction de la blancheur et de la noirceur se fasse. Et donc, évidemment que nous sommes seulement le prolongement de cette construction-là. Et quand on dit « oui, j'ai découvert que j'étais noire », c'est de ça dont on parle. C'est-à-dire que je sais que je suis noire, même depuis enfant, mais j'ai découvert tout ce qui se cachait derrière, tout ce que ça impliquait en termes de racisme, de préjugés, de discrimination, d'échelle raciale, pyramidale, etc. C'est ça dont on parle de manière peut-être un peu plus légère, etc. Mais c'est ça, voilà, cette découverte-là, de cette identité qu'on n'a pas demandé plus que ça. Elle est là. Je pense que si j'étais restée au Congo, je ne me serais jamais identifiée en tant que personne noire. Je me serais identifiée en tant que personne congolaise, d'une ethnie de mon père, de ma mère, vous voyez, mais pas en tant que personne noire. Et l'autre référence que Douce faisait, c'était aussi sur le parcours scolaire. C'est-à-dire que dans l'éducation, puis ça arrive à d'autres moments, ça arrive dans la santé, ça arrive à d'autres moments, le miroir qu'on renvoie à la personne l'assigne à un certain parcours d'éducation, de diplôme, de qu'est-ce qu'elle devrait être. Donc le corps professoral va dire « Ah ben non, moi je te vois en train de faire infirmière ». Je vais prendre ça comme exemple. C'est de ça aussi qu'il est question. C'est au Québec, mais d'une autre façon. C'est vraiment différent qu'en France. Oui, mais il y a des personnes noires aussi en France, mais ça n'enlève rien. Bien au contraire. Alors, de mon côté, c'est plus un commentaire / réaction. En fait, quand vous parliez du statut de victime que supposément on s'impose à nous-mêmes, mais en fait les réactions à chaque fois qu'on parle d'un incident raciste ou de quelque chose, on nous fait clairement comprendre qu'en fait on n'est pas une victime, on est l'oppresseur dans cette situation parce qu'on a attaqué le status quo et donc toutes les réactions et même y compris des personnes des communautés noires, c'est clairement
on est la personne, le monstre qui vient réclamer quelque chose. Parce que foncièrement, si on se victimisait, je veux dire, quand on rencontre quelqu'un qui se victimise, la première réaction, c'est d'être dans l'empathie, de se dire, bon, peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie pour qu'elle se mette dans une position comme ça. On est empathique. Je sais pas, en fait, ouais. Il y a un très bon livre de Sama Karaki, qui est une neuroscientifique qui parle de l'empathie, et ça me fait penser à ce qu'elle disait aussi sur la victimologie. En fait, les bonnes victimes, c'est une victime qui parle très, très vite après l'incident, qui n'a pas de réaction de freeze, quoi, qui tout de suite va verbaliser, mais pas trop, attention, pas trop de paroles, mais juste ce qu'il faut, qui va pleurer, mais pas se morfondre. C'est une victime qui est plutôt blanche, femme, et encore à voir, de bonnes mœurs, classe moyenne, pas trop belle, pas trop moche non plus. Enfin, vous voyez, en fait, la bonne victime n'existe pas. Mais selon où on se place dans la société, vaut mieux se rapprocher des critères admis en termes raciaux, en termes de classe, en termes de genre, etc., pour être cru. Parce que derrière la question de la victimisation, c'est la question de... en fait, qui a le droit à recevoir de l'empathie, mais à être cru aussi. Parce que quand on est une femme ou une personne racisée, notre parole est forcément hystérique ou irrationnelle. En parlant de santé mentale, pendant très longtemps, les hommes noirs aux États-Unis, lors des luttes pour les droits civiques, étaient accusés de schizophrénie. Donc on voit bien qu'à quel point ça se déplace et à quel point justement la question de la rationalité, de la folie, qu'on le dise clairement, est instrumentalisée aussi pour savoir qui est victime et qui ne l'est pas. Et ça nous dit beaucoup aussi sur la question de l'empathie, mais enfin, je voulais le développer dans le livre, cette question de l'empathie, mais c'était trop long. Et mon éditrice, elle m'a dit, non mais douce, là on peut plus. C'est le livre 2. Oui, le livre 2. La charge raciale 2. Vraiment, mais oh, ça c'est pas ce qui manque. Non. Mais vraiment, oui. Qui a le droit à ce statut de victime-là? Et en même temps, en tant que personne minorisée par la société, on va repousser pour ne pas... se sentir écrasé et demander à chaque fois de la puissance, une volonté de puissance, quoi. C'est une très bonne remarque. Merci. C'est drôle, j'avais entendu, alors suite à des meurtres qu'il y a eu aux États-Unis de femmes qui allaient courir, qu'une bonne victime, c'était une victime qui était morte. Parce que finalement, il n'y avait pas de... surtout quand c'est des cas genrés, en fait, on ne peut que la croire parce qu'elle est morte. Mais ça s'applique, je pense, qu'aux femmes blanches. Ouais, aussi, ou par exemple avec le procès de Gisèle Pelicot, littéralement, nous sommes dans un système, c'est Foucault qui le disait, notre manière de nous penser, de chercher la vérité, c'est dans un système de la preuve. Voilà. On doit argumenter, on doit prouver, etc. Et là, littéralement, nous avions des images diffusées lors du procès, et malgré ça, les avocats de la défense ont réussi à la sortir de ce statut de victime parfaite, qui évidemment en fait est un cadeau empoisonné, parce qu'au moindre dérapage, vous êtes une féministe, une icône féministe, et au moindre dérapage, on vous accable de tous les maux. Et c'est ce qui s'est passé avec Gisèle Pelicot. Donc en effet, oui, la bonne victime n'existe pas, mais toutes les victimes ont le droit à la parole, quoi. Et en tant que personne noire... ce serait peut-être important aussi d'accepter ce statut-là, qui n'est pas un statut permanent. C'est un statut pour demander réparation, pour ensuite passer à autre chose. Voilà, tout simplement. Oui, je fais un pivot total. Tu as parlé tout à l'heure des interviews où les hommes, que ce soit noirs ou blancs, te faisaient la même remarque. Est-ce que tu penses que c'était aussi dû au fait que tu étais une femme? Non seulement
noire, mais aussi une femme, et que ça a souvent un impact auprès des gens, qu'une femme noire a un statut encore moins présent dans la société que n'importe quelle autre personne. Je ne sais pas si c'est le fait... En fait, je me dis, est-ce que si j'avais par exemple écrit un truc à la Nietzsche sur voilà, la volonté de puissance, le nouvel homme, etc., je sais pas quoi, je pense qu'ils auraient quand même, en effet, trouvé une parole victimaire dans mes propos. Et en même temps, parler d'intériorité, de santé mentale, des politiques des affects, qui est un sujet mais hyper important pour nos luttes, pour la survie de l'humanité. C'est-à-dire que ces hommes ne se rendent pas compte à quel point ils se disent non, mais nous ne sommes pas humains. Nous, les émotions, les affects, non. En fait, c'est ça qu'ils disent. Quand ils disent vous êtes victime, on en a marre de pleurer et de travailler sur nous, etc., passons à l'action. Comme s'il ne nous fallait pas les deux. En fait. Et donc, ils s'amputent de cette part-là d'eux-mêmes, quoi. Et moi, c'est ça qui me surprend à chaque fois, quoi. C'est au-delà, enfin, oui, que ce soit du sexisme, je veux dire, enfin, on a l'habitude, quoi. Voilà, au petit déjeuner, au dîner. Mais c'est vraiment de se rendre compte à quel point ils ne regardent pas le miroir en face à travers leurs propos. Qu'est-ce que ça dit de vous ? Qu'est-ce que ça dit de cette aliénation, quoi, du capitalisme, de l'hétéropatriarcat, etc. Mais clairement, je n'ai pas le temps de répondre aux commentaires. Donc, bon, si un jour ils arrivent à vraiment écouter et pas seulement entendre ce que je dis, ou d'autres penseuses, chercheuses, évidemment, peut-être que là, on avancera, quoi, quand notre parole sera prise pour des dires, pour des solutions qu'on apporte, et pas une excuse en fait pour être sexiste. Je pense qu'on avancera. Moi, c'est un commentaire. Je voulais te remercier sur la notion de silenciation et de silence, que tu faisais aussi la distinction, parce que en tant qu'héritière de l'immigration nord-africaine, puis je m'interroge justement sur les pratiques de résistance féministe, celles qui se définissent comme féministes, antiracistes et décoloniales. La question du silence, elle est vraiment très, très, très présente. Autant comme, quand tu dis silenciation, comme un rapport d'oppression, mais aussi dans la transmission d'un silence, il y a aussi en tout cas de ce que je perçois au travers de ma propre expérience et aussi de celle que j'ai eu la chance de rencontrer, un renversement. Il y a quelque chose où j'ai l'impression que c'est aussi une forme de résistance. Puis, je sais pas, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu l'as présenté. Puis aussi, merci de revenir aussi à cette intériorité, sur la question aussi de l'individualisation. Des fois, j'ai tendance à le culpabiliser, puis t'entendre en parler m'a fait du bien. Donc, merci beaucoup. You're welcome. Et oui, et je trouvais... Enfin, après, la question du silence pour les personnes nord-africaines, je trouve, enfin, notamment en Algérie, il y a tout un... C'est un monstre, quoi, le silence. C'est autour de mes amis, enfin, même des écrits, des témoignages parfois. Enfin, c'est palpable, c'est là, mais rien n'est dit, quoi. Et on retrouve ça aussi un peu dans ce que j'appelle la blesse. C'est une chercheuse guadeloupéenne qui en parle, Patricia Donatien-Issa, qui en fait se rend compte à quel point depuis toujours il y a des formes de psychosomatisation chez les enfants antillais, des maladies, des choses inexplicables que les anciens, les anciennes pouvaient guérir, dont les anciennes avaient connaissance. Et en fait, elle disait que c'était un mal qui venait de très loin, la blesse, cette entaille existentielle du passé historique. Et allez, 100 ans plus tard, voilà, les neurosciences, la génétique, l'épigénétique. Oui, c'est ce qu'ils ont dit, qu'ils voilà. ont trouvé évidemment, il y a de quoi, mais c'est comme ça que fonctionne la science. Voilà, on infirme, on confirme, etc. Mais il y a des avancées par rapport à ça, sur cet héritage-là de somatisation du corps.
Et je trouvais ça tellement fort quand j'ai rencontré ce mot-là, la blesse. C'était à Dakar d'ailleurs, face à un tableau d'un artiste qui avait peint une toile je sais pas, de 4 mètres de haut sur 3 mètres de large et tout de noir. Il y avait des entailles rouges. Tout de suite, ça m'a saisie déjà. Je m'approche et là, je vois dans le cartel la blesse. Je comprends à quoi ça fait référence et en même temps, c'est opaque, je ne sais pas, mais je sens que je touche quelque chose du doigt. À partir de là, je vais tirer le fil et je tomberai sur justement les travaux de cette chercheuse. Et elle en parle très bien de, en fait, qu'est-ce que ça veut dire aussi de parler, à quoi on renonce quand on parle, qu'est-ce que parler veut dire quoi, quand on est une personne racisée, mais qu'est-ce que le silence dit aussi en fait de cette expérience, et comment rendre compte de cette expérience à des personnes en face de nous qui ne savent pas la moitié de ce qu'on vit, parce que on est obligé de passer sous le filtre, parce que sinon ce serait invivable même pour nous. Enfin, de tenir un journal racial. Voilà. 7h06, aujourd'hui dans le métro. Enfin, donc on passe tellement de choses. Et donc cette expérience-là, elle passerait par l'empathie, mais même l'empathie aussi est construite d'une certaine manière. Donc comment on fait appel à cette empathie-là pour nous décharger de la charge raciale? Et ben, c'est tout un travail qu'on essaie justement de... Mais déjà, on est ensemble ici, oui, et on est dans une espèce de communion, en tout cas, de solidarité là-dessus. Est-ce qu'il y a des pages que tu penses qu'on devrait absolument lire, autres que ton essai? Des livres, tu veux dire? Bah, les notes de bas de page de mon livre. Et hop là. Non, mais il y a un truc qui a fait un déclic, un film à voir, je ne sais pas. Pas forcément sur cette thématique. Il y a un livre de... J'ai oublié... En tout cas, le titre, c'est Le racisme sur le divan. Okay. C'est un psychanalyste / psychanalyste matérialiste. Donc j'aime bien, moi, les paradoxes. Ça a l'air trop cool. Il est sur ma pile à lire. Donc là, c'est le dernier... le film de Mati Diop, Dahomey, à aller voir, que je trouve fabuleux. C'est demain. Ben voilà, parfait. C'est un relais pour la programmation que nous faisons. Il est présenté demain soir au musée McCord. Oui, Dahomey, justement, cette part intérieure, enfin, qui fait parler les objets, qui fait parler le passé, le présent, magnifique. Qu'est-ce qui m'a touchée là récemment? Je m'intéresse beaucoup aussi à l'enfance. Donc, si vous avez des... Laurent Safou, qui est afroféministe, qui écrit sur l'enfance, parce que c'est vraiment à partir de là, justement, que cette individuation-là, on essaie de l'alléger, en tout cas. Mais là, c'est vrai que moi, je suis un peu ennuyeuse. Hein. Je sais pas, 10 000 trucs. Quand on écrit, on est un peu boring. Alors en fait, oui, mais alors c'est quoi le prochain projet alors? C'était quoi le truc, l'activité d'aujourd'hui, le deadline? Justement, hyper ennuyeux, écrire, finir mon roman. J'ai fini mon roman, mon premier roman. Oui. Oh waouh. En exclusivité. Voilà. Mais oui, peut-être que j'aurai d'autres. Et je te passerai. Tu pourras passer. Non, mais on discute là, c'est informel. Mais c'est souvent quand on pose la question que tout d'un coup on a. Il n'y a plus que toi rien. et moi là. Bah oui, tout à fait. Il y a des rires comme ça qui arrivent, je ne sais pas d'où. En tout cas, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Merci à vous pour vos présences. Voilà, et puis ce n'est qu'un début, puisqu'il y a encore 2 autres occasions pour les gens de te voir. Je n'ai plus le programme en tête, mais demain 15h. Demain 14h au centre Simone de Beauvoir de l'Université Concordia, avec le centre Simone de Beauvoir. Et puis demain à 18h à un livre à soi. C'est ça. Où là, il y aura des livres. Oui, on va en discuter. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci.